Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. On commence ces Paléo News de la fin de l'été 2025 avec Préhistorique Planet. Préhistorique Planet, la série événement de Apple TV+, qui a redéfini ce à quoi un bon docu-fiction sur la paléontologie doit ressembler. Je dis pas ça parce que je suis sponsorisé par Apple TV+, je dis ça parce que j'ai vu Sur la Terre des dinosaures et que maintenant Sur la Terre des dinosaures essaye de copier Préhistorique Planet. Donc Préhistorique Planet, c'est vraiment devenu le nouveau standard en termes de qualité de docu-fiction. C'était un documentaire qui était pas dépourvu de défauts, j'en avais fait une critique tout à fait complète que vous pouvez aller voir. Ici, je suis là pour vous annoncer que donc il y aura une 3e saison de Préhistorique Planet. Donc après une première saison extraordinaire, je pense, une 2e saison qui n'était jamais que le fond de la corbeille à papier de la première saison, donc qui était un peu décevante. Voici une 3e saison qui enfin va se départager des deux autres en nous proposant autre chose que le Crétacé d'Amérique du Nord. On aura donc l'âge de glace. C'est annoncé pour le 26 novembre de cette année sur Apple TV+, avec ici le Scimitar Cats, donc Homotherium, un tigre à dents de sabre, un autre tigre à dents de sabre ici qui, si je ne me trompe pas, doit être Smilodon, un grand paresseux géant qui est probablement Notothériops, Glyptodon, et ici du rhinocéros laineux. Donc on aura une belle diversité d'animaux, de nouveaux animaux, enfin sur Préhistorique Planet. Donc on attend ça avec impatience. On continue avec quelques articles en vrac. Alors articles en vrac, c'est une nouvelle option que je débloque sur Paléo News. À savoir, ce sont des articles qui ne valent pas vraiment la peine que je les commente parce que c'est des articles de review, c'est-à-dire des articles qui font un état de l'art, une revue de l'état de l'art sur un sujet en particulier, donc ils n'apportent rien de nouveau. Mais ce sont des articles qui quand même sont intéressants, je pense, qui peuvent avoir notamment une grosse valeur en termes d'éducation ou de culture personnelle. Donc là, par exemple, cet article, ici paru dans Science Direct, à propos des hybridations chez les humains. Donc rien de nouveau dans cet article, mais on a donc le grand résumé des hybridations entre Néandertal, Denisovien et les humains modernes ici, avec notamment les plus récentes avancées en termes d'événements d'hybridation, ici avec l'événement d'hybridation qui aurait eu lieu de Homo sapiens vers Néandertal, ce qui est l'inverse de l'événement d'hybridation dont on a l'habitude de parler à environ 50 000 ans ici, où les gènes de Néandertal ont fini chez les humains modernes, chez les Eurasiens notamment. Mais voilà, donc ça résume un peu tout l'état de l'art qu'on sait jusqu'à présent sur le sujet, on va dire. Et la raison pour laquelle je vais pas en faire un commentaire plus avancé que ça, c'est que c'est des articles, comme je le dis, c'est des revues de l'état de l'art, donc c'est très intéressant, certes, mais ce sera probablement obsolète dans 2 semaines quand le prochain article sortira. En réalité, cette figure, elle est déjà un petit peu obsolète, puisqu'il y a un article qui vient de sortir sur un des gènes du mucus nasal qui aurait été transmis de Denisova à Néandertal et de Néandertal à Homo sapiens. Mais seulement les Homo sapiens qui ont ensuite migré en Amérique du Nord. Donc il y a un événement d'hybridation qui n'est pas représenté ici parce que c'est un article qui vient tout juste de sortir. Donc c'est pour ça que je vais pas trop y rester, mais si vous voulez déjà un état de l'art sur les hybridations entre Sapiens, Néandertal, Denisova, cet article est très intéressant. Et évidemment, vous pouvez utiliser un traducteur. C'est en anglais, mais même si vous lisez pas l'anglais, vous utilisez des traducteurs. J'aime pas faire la publicité des intelligences artificielles, mais en l'occurrence, ChatGPT, m'a-t-on dit, fait des traductions assez compétentes au final. J'en sais rien, j'ai jamais essayé. Mais voilà, discutez en commentaire, savoir qui connaît le meilleur traducteur automatique. Ici, pareil, un autre état de l'art de la littérature sur, cette fois, la sortie des eaux, mais pas de n'importe qui, des plantes. La sortie des eaux des plantes, les sorties des eaux des plantes en réalité. Article qui donc, pareil, fait un grand résumé du registre fossile, mais aussi des adaptations. Donc il y a aussi une approche, des adaptations génétiques. Donc il y a une approche Evo-Devo à leur article qui est pas dégueu du tout, donc pareil, je vous le recommande. Évidemment, tous ces articles, je les mets dans le petit dossier accessible dans la description de la vidéo, donc vous pouvez aller télécharger le dossier et avoir tous les articles dont je vais vous parler aujourd'hui, y compris ceux-là.
Sioux, le fameux T-Rex, le T-Rex complet et un des plus grands T-Rex ayant été découvert. C'est un article qui date de 2020, mais je trouve que c'est important de vous le mettre là, parce que c'est un article sur lequel je venais de tomber. Ils l'ont ressorti entre guillemets après qu'on ait fêté l'anniversaire de la découverte de Sioux. Ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on a découvert Sioux. Et c'est un article qui est plutôt intéressant parce que du coup il vous donne tout l'historique de Sioux et toutes les controverses qu'il y a eu autour, notamment de qui possède Sioux, à qui appartenait Sioux, parce que Sioux ça a été une grande affaire juridique de déterminer à qui il appartenait, Sioux, avant qu'il soit vendu à l'époque pour un prix record, mais maintenant c'est un prix qui est quasiment dérisoire comparé à ce qui est dépensé maintenant pour acheter des fossiles aux enchères, mais bref. Donc et ça vous donne surtout un point de vue qui est différent, parce que la plupart des gens connaissent l'histoire de Sioux à partir de l'histoire racontée par les gens qui l'ont découvert, mais les gens qui ont découvert Sioux, ce sont des gens qui font commerce de fossiles, ce sont des paléontologues, alors ce sont des fouilleurs et des revendeurs professionnels, mais ce sont pas des scientifiques en fait. Donc ils donnent un point de vue sur l'histoire, et là du coup ça vous permet d'avoir un autre point de vue sur cette histoire, l'histoire de la découverte de Sioux. Pas de la paléontologie, mais des girafes, et notamment la taxonomie des girafes qui vient de changer. Il n'y a désormais plus une espèce de girafe avec 7 sous-espèces, il y a désormais 4 espèces de girafes, avec la première, donc Giraffa camelopardalis, qui a 3 sous-espèces, la girafe réticulée, Reticulata, la girafe Maasai, Tippelskirchi, avec 2 sous-espèces, et la girafe du Sud, Giraffa, donc d'Afrique du Sud et d'Angola. Donc il y a désormais 4 espèces de girafes au lieu d'une seule. Je vous montre ici leur distribution. Donc voilà les girafes sud-africaines, la girafe réticulée ici en rouge, les girafes Maasai ici en orange et en jaune, et là la girafe centrafricaine, Camelopardalis. Donc c'est un rapport en réalité plus qu'un article. C'est un rapport qui fait état de toutes les connaissances qu'on a accumulées sur les girafes et leur biologie et leur anatomie, et qui permet de conclure finalement que oui, maintenant on sait qu'il y a assez de distance génétique entre ces girafes. Certes oui, sur le papier elles sont interfécondes, mais en pratique elles ne se croisent pas, leurs zones de distribution se chevauchent à peine. Donc je vous mets ce rapport ici dans la description, et je vous mets cet article ici de PLOS ONE, qui est un article qui justement résume les différences morphologiques de ces girafes, et notamment au niveau du crâne. Ils ont découvert qu'il y avait des différences notables au niveau de la morphologie du crâne de ces girafes, qui permet aussi de les reconnaître justement au premier coup d'œil, juste en regardant leur ostéologie. On passe désormais à l'actualité paléontologique, la vraie, la pure, la dure, Nature. Un petit fossile du Trias de France, du Trias de Moselle d'ailleurs, contrairement à ce que j'avais annoncé sur mes réseaux sociaux où j'avais dit l'Alsace. J'ai bien regardé, et en réalité, à pas grand chose, en réalité, c'est la Moselle. Autant pour moi, pour nos camarades de l'Est. Je me suis trompé. Donc, petit fossile du Trias des Grès-Avolzia de Moselle. Si vous connaissez un petit peu le Trias de l'Est de la France, vous connaissez les Grès-Avolzia. Et donc, dans ce Trias du Grès-Avolzia, on a découvert ce petit animal ici, début du Trias moyen des Grès-Avolzia. On est à peu près à 240 millions d'années. Et on a ce petit squelette, enfin ces petits squelettes, il y a plusieurs squelettes qui ont été découverts en plus, qui ont la particularité de préserver de la peau, et notamment des impressions de peau qui portent ces espèces de longues plumules, on va appeler ça des plumes avec des grosses guillemets pour l'instant. Et ici vous voyez une reconstitution du petit animal qui normalement devrait vous rappeler un truc qui s'appelle Longisquama. Longisquama, et oui, le petit reptile du Trias de Russie, qui porte aussi des espèces de longues plumes sur le dos, et on n'a jamais su réellement si c'était des plumes, si c'était des écailles, si c'était juste un lézard à la con qui était mort sur une fougère. Personne ne savait quelle était la signification de ces plumes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces petits fossiles de l'Est de la France qui enfin documentent un autre animal qui présente la même morphologie, et qu'on a pu étudier grâce au synchrotron de Grenoble, si je ne me trompe,
qu'on a pu étudier au rayon X grâce au synchrotron de Grenoble, et on a pu déterminer donc que ces sortes de plumes font bel et bien partie de l'anatomie de l'animal, et forment une espèce de crête sur son dos, qui devait avoir des fonctions d'ornementation certainement. Ils ont même pu trouver à l'intérieur des petits pigments. Donc on peut même déterminer qu'il y avait de la couleur, même si c'est pas évident de dire quelle couleur exactement. Certainement des niveaux de jaune et de brun, comme c'est le cas avec les pigments de type mélanine. Et ici, on a une belle phylogénie qui nous présente donc la plupart des diapsides du Trias auxquels ce nouveau fossile et Longisquama sont reliés. Et donc, ils ont fondé une nouvelle espèce, Myrazora grovegeli, et Longisquama insignis ici, donc l'équivalent russe de cet animal, forment un clade ici, et ils forment aussi un clade avec les Drepanosauromorpha, donc ce qu'on appelait autrefois les avicéphales. Alors, on n'appelle plus ça les avicéphales parce qu'il y a une partie des avicéphales ici, c'est l'Urosaurus et les Velgeltesaurides, là ceux qui planent, les petits reptiles planeurs du Trias, ici, ne forment pas un clade avec les Drepanosauromorpha, donc les avicéphales ça n'existe pas vraiment, c'est paraphylétique, voire polyphylétique. Mais en gros c'est ça, c'est les animaux, enfin c'est les reptiles du Trias arboricoles avec une tête de piaf. Et là en l'occurrence c'est très évident chez Myrazora qu'il avait un crâne de piaf, hein, vous voyez qu'il avait un beau museau avec des toutes petites dents et très pointues. Donc ça fait vraiment très Archéoptérix en fait, hein, comme morphologie. Et donc non, hein, si jamais vous vous posez la question, ces avicéphales ressemblent complètement superficiellement aux oiseaux et n'ont rien à voir avec les oiseaux. Hein. Les oiseaux ici, ils sont là. Hein. C'est les Avemétatarsaliens. On voit d'ailleurs, il y a une silhouette d'oiseau ici. Donc ils sont très très distants phylogénétiquement des oiseaux. C'est de la pure convergence évolutive. Et donc on a pu déterminer finalement, résoudre finalement le mystère Longisquama, à savoir, bah oui, ces espèces d'ornementation sur le dos, d'une part sont réelles, c'est pas juste un lézard qui est crevé sur une fougère, mais en plus, bah ce sont pas des plumes, ce sont des écailles très très fortement modifiées. Donc tout à l'heure j'ai dit plumes entre guillemets, hein, et ça ressemble effectivement à des plumes. Les plumes elles-mêmes sont des écailles modifiées d'ailleurs, hein, mais elles sont pas modifiées de la même façon. Voilà. C'est juste ça qu'il faut dire. C'est pas modifié de la même façon, ça ressemble superficiellement à des plumes, ça se développe certainement superficiellement comme une plume, mais ça n'a pas d'ancêtre en commun en fait avec la plume. Hein, c'est ce que vous indique cette phylogénie. La plume ici, elle apparaît au mieux chez l'ancêtre en commun des Avemétatarsalia, mais ici les crocodiles, les Euparkeria, les Erythrosuchus, tout ça, ils avaient pas de plume. Donc la plume, elle a pas la vraie plume, la protoplume, la pycnofibre qui donnera la plume des oiseaux et celle des dinosaures de manière générale. Elle apparaît ici chez les Avemétatarsalia, et donc Myrazora et Longisquama, ils ont juste développé leur propre type d'écaille hyper allongée, qui d'ailleurs, comme je le disais, c'est une crête qui est médiane, hein, sur le dos. Donc c'est vraiment une crête qui n'a rien à voir avec un organe qui leur permettrait de voler. Ils ne sont même pas apparentés aux reptiles volants du Trias, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, les Velgeltesaurides et les Silurosaurus qui sont là, ils ne sont même pas apparentés aux autres reptiles volants. Alors c'est pas du Trias d'ailleurs, ils sont du Permien. Autant pour moi. Ici, on les voit dans le Permien ici. Donc une superbe découverte qui a été faite en France, mais qui a fini au muséum de Stuttgart, parce qu'en France, on n'a pas de protection légale de nos fossiles, donc on a le droit de vendre nos fossiles, et en l'occurrence, les fossiles ont été vendus au musée de Stuttgart. On reste dans les animaux étranges du Trias, mais cette fois on passe vraiment du côté Avemétatarsalien de la force, hein, on passe du côté Avemétatarsalien de l'arbre, avec les Lagerpetidés. Les Lagerpetidés qui sont donc les ancêtres non volants des ptérosaures. Ce sont des petits animaux qui superficiellement ressemblaient à des genres de petits dinosaures très graciles, très très fins. Certains avaient déjà un bec, et on a notamment cette particularité chez les Lagerpetides qu'en fait le quatrième doigt de la main est très allongé, alors que chez la plupart des archosaures,
il y a même pas de quatrième doigt à la main. Chez la plupart des archosaures, le quatrième doigt de la main, soit il est très court, soit il a carrément disparu chez la plupart des dinosaures. Donc là, c'est Lagerpetidae. On pense que parce que leur quatrième doigt est allongé, en fait, ce sont les cousins ou les ancêtres des ptérosaures qui, eux, ont une aile qui est principalement soutenue par le quatrième doigt de la main. Et donc cette analyse est très intéressante puisqu'ils ont utilisé des rayons X sur des vertèbres de Lagerpetidae et ils ont constaté en fait que les Lagerpetidae avaient des vertèbres pneumatiques, c'est-à-dire que les vertèbres, au lieu d'être pleines d'os, eh bien elles sont aériennes, elles sont en partie en tout cas un petit peu aériennes, en partie vides. Donc c'est ce que vous voyez sur ces sections, hein. Vous voyez là tout ça c'est des vertèbres de ptérosaures. Les vertèbres de ptérosaures, donc il y a le passage pour la moelle épinière, mais tout autour, vous voyez que c'est très spongieux, et cette spongiosité, c'est pas pour y mettre de la viande, c'est vraiment de l'air, hein, qui allège le squelette, avec des genres de petits trabécules qui permettent de soutenir la structure. Donc c'est un genre de compromis entre solidité et légèreté, qui est donc une adaptation au vol, mais c'est Lagerpetidae, comme Venetoraptor, eh bien ils avaient un début de pneumatisation de leurs vertèbres, donc une sorte, on pourrait dire, d'exaptation, de préadaptation au vol de leurs futurs cousins, les ptérosaures. Donc c'est un petit peu comme chez les dinosaures théropodes. Chez les dinosaures théropodes, on a aussi ce début de pneumatisation des vertèbres, notamment au niveau des cervicales, qui est ensuite devenu chez les oiseaux le système des sacs aériens. Bah voilà, là en fait cet article nous montre que les Lagerpetidae, ils avaient aussi un début de sac aérien qui va se développer ensuite chez les ptérosaures, tout ça de façon, une fois de plus, convergente avec les oiseaux. Donc ça c'est un très très bel article qui donne une fois de plus du grain à moudre à cette hypothèse phylogénétique qui font des Lagerpetidae terrestres du Trias, les ancêtres des ptérosaures volants. On passe à la fin du Mésozoïque directement et on transitionne aux mammifères avec cet article paru dans la revue Évolution et qui nous dit que le mode de vie myrmécophage a évolué plus de 12 fois chez les mammifères. Ce qui est un peu la réponse mammalienne à cette notion que je trouve absolument insupportable, qui est ah mais dis donc, t'as vu tout évolue, tout se met à évoluer en crabe, c'est complètement fou, non, la carcinisation c'est arrivé plus de 9 fois dans l'évolution et nanana, 12 fois les mammifères ils sont devenus myrmécophages, 12 fois, et c'est que les mammifères, parce qu'en réalité là, vous pourriez tracer des adaptations similaires à la myrmécophagie par exemple chez les oiseaux ou même chez les dinosaures, là, notamment Chouvouya, hein, qui a aussi, comme les myrmécophages, vous voyez, il a un museau très long et denté, et il avait probablement une très longue langue parce qu'il a une espèce de gouttière sur la mâchoire, donc il avait probablement une très longue langue gluante, et il avait des petits bras très costauds avec des grosses griffes au bout pour casser les termitières. Donc l'adaptation à la myrmécophagie, c'est quelque chose qui a évolué 12 fois au moins chez les mammifères, mais en réalité, dans cet article, ils ne prennent en compte que les espèces modernes, parce que si on rajoute en plus les leptictidés, les ectoconus du Paléocène et de l'Éocène, Plesioricteropus aussi d'ailleurs, on pourrait rajouter Plesioricteropus dans le tas. Donc bref, la myrmécophagie, c'est quelque chose qui a évolué plusieurs dizaines de fois très certainement, pas que chez les mammifères, et qui a conduit à des adaptations qui sont très similaires. Donc là, vous avez les protèles, vous avez les pangolins, vous avez les tamanoirs, les oryctéropes, évidemment vous avez tout ce qui est tachyglossus, ce sont les échidnés, bref, vous en avez un paquet des trucs qui ont acquis cette même morphologie, long museau édenté avec des grosses griffes très puissantes et une langue qui est vermiforme et collante. C'est une anatomie qui a été acquise plein de fois. Donc c'est la réponse mammalienne à cette idée étrange et pourtant très persistante que tout évolue en crabe. Bah non, tout évolue pas en crabe. Étant donné la biomasse de fourmis, c'est beaucoup plus logique, de fourmis et de termites, c'est beaucoup plus logique que tout évolue en myrmécophage. Et oui, c'est ça la vraie réponse. Cette évolution de la myrmécophagie, elle est notamment devenue très
importante. Cette adaptation à la myrmécophagie de façon convergente, elle devient très importante. Alors ici, ils soutiennent après la crise KPG ou justement donc la crise de la fin du Crétacé, la météorite, la disparition des dinosaures, tout ça, la radiation évolutive des mammifères, donc avec chaque grand groupe de mammifères qui évolue ses propres types de myrmécophages, hein. On en a chez les monotrèmes, on en a chez les marsupiaux, on en a chez les afrothères, les xénartres, les laurasiathériens, mais aussi, faut pas oublier, avant le Crétacé, comme je le disais, il y a Chouvouya, par exemple. Et il y a pas mal d'oiseaux aussi qui se sont adaptés à la myrmécophagie. Donc, en fait, c'est pas seulement post-crise Crétacé-Tertiaire, c'est déjà avant, même pendant le Crétacé, il y avait déjà une biomasse suffisamment importante de fourmis et de termites pour permettre l'adaptation, pour permettre à ce mode de vie myrmécophage, en fait, d'être viable. Donc avant ça, c'était un peu plus compliqué. On a des traces de termites qui remontent jusqu'au début du Jurassique. Il y a des termitières au début du Jurassique, mais probablement la densité en fait des animaux eusociaux n'était pas suffisante et le nombre, la biomasse de ces animaux sociaux n'aurait pas pu soutenir un mode de vie strictement myrmécophage. Donc c'est un article qui est intéressant puisque enfin, hein, on va pouvoir parler de myrmécophagisation. Hein, pourquoi est-ce que tout devient myrmécophage? Et la réponse est très simple, parce qu'il y a masse de termites et de fourmis à becqueter, et que c'est très nourrissant, c'est très gras les termites, c'est très nourrissant. L'avenir est aux mangeurs de termites. On continue justement avec les mangeurs d'insectes. Néandertal, je vous en avais déjà parlé de cet article, mais maintenant il est officiellement sorti. Je vous en avais parlé à l'époque où il était encore, c'était encore qu'un résumé de congrès. Donc c'était il y a quelques années déjà, mais maintenant il est sorti officiellement dans la revue très prestigieuse Science Advances. Et donc c'est un article qui nous dit que Néandertal, en fait, probablement, il mangeait des asticots, des bons gros asticots bien gras, bien juteux, des Hakuna Matata, comme on pourrait les appeler, des bons gros Hakuna Matata qui étaient sur la viande moisie dont Néandertal devait en partie au moins se nourrir. Comment ont-ils déterminé ça? Eh bien, par des analyses isotopiques, alors qui déjà à la base chez Néandertal avait cette signature très particulière au niveau de l'azote, c'est que il y avait un très fort enrichissement en isotope 15 de l'azote chez Néandertal, un isotope 15 qui est normalement la signature d'un régime très carnivore, et chez Néandertal on avait ce problème que l'isotope, donc ces analyses isotopiques en fait montraient que Néandertal aurait mangé plus de viande qu'un lion. Alors sachant que si un être humain moderne mange plus de viande qu'un lion, il meurt. Notre foie est incapable de gérer les toxines qui vont avec un régime carné qui dépasserait celui d'un hypercarnivore comme les lions. Donc il y a, comme qui dirait, un asticot dans le potage à ce moment-là, quand on a découvert ça. Et donc ça a largement contribué à l'idée que Néandertal était un super carnivore, un super prédateur. Je veux dire, pour arriver à un niveau en fait où on a un enrichissement en azote tel que vous êtes plus carnivore qu'un lion, c'est qu'en fait vous mangez les lions. Il n'y a pas d'autre moyen, si vous voulez. Faut manger des lions, faut manger des carnivores. Les Néandertals, ils avaient cette particularité, et donc ce qu'ont fait les auteurs de cette étude, c'est qu'ils ont comparé les analyses isotopiques de l'azote avec des populations humaines modernes qui mangent des asticots, et ils ont comparé ça avec des asticots. Parce que qu'est-ce qui mange les lions? Il n'y a pas d'animaux qui mangent les lions. Si, il y en a qui mangent des lions morts. Les asticots. Et les asticots, du coup, ils ont un niveau trophique, ils ont techniquement un niveau trophique supérieur à tout le reste parce qu'ils mangent tout. Ils mangent absolument tout, les carnivores et les herbivores. Donc leur signature isotopique reflète ce niveau trophique, et notamment elle est très très enrichie en azote 15. Et c'est pour ça que du coup, on a ces niveaux trophiques d'humains qui sont des mangeurs de viande et des asticots qui vont sur la viande, qui sont très très élevés. Et on voit la même chose chez les Néandertals, et vous voyez que la signature isotopique, elle est la même que chez les asticots
des mouches, de certaines mouches mangeuses de cadavres, et qu'elle est très supérieure du coup aux carnivores, lions y compris, même les hyènes. Regardez, même les hyènes qui, étant des charognards, se nourrissent au moins accidentellement d'asticots. Elles sont en moyenne légèrement supérieures à celles des autres carnivores, mais même la nourriture accidentelle, même se nourrir accidentellement d'asticots, ça ne suffit pas en fait. Faut vraiment se nourrir activement des asticots. Et les asticots, bah c'est pas si mal en fait. C'est pas si mal, c'est très nourrissant, c'est très gras. C'est surprenamment plus sain que la viande sur laquelle ils se promènent. La viande, elle peut avoir le botulisme par exemple, de la viande pourrie. Ça contient de la toxine botulique. Les asticots, eux, par contre, n'en contiennent pas. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans cet article. Donc les mouches bleues, les belles mouches bleues brillantes, là, vous voyez, la bonne mouche à brun. Celle qui fait un bruit de croiseur interstellaire quand elle rentre dans votre maison pour tourner autour de la poubelle. Miam. Donc voilà, et les implications de cette découverte, parce que c'est pas juste se dire ah bah les Néandertals ils mangeaient de la viande pourrie et les asticots qui vont avec. Non, c'est surtout de se dire bah qu'en fait cette signature, cette idée qu'on a dans la tête des Néandertals qui sont hyper carnivores, bon, elle en avait déjà pris un coup quand dans le Tartre des Néandertals, on avait retrouvé des phytolithes, donc des restes végétaux. Donc s'il y a des restes végétaux dans la bouche des Néandertaliens, c'est qu'à un moment ils devaient avaler autre chose que de la viande. Mais surtout, du coup, ça explique, voilà, s'ils mangeaient des asticots, ça expliquerait pourquoi leurs analyses isotopiques ont l'air de dire qu'ils étaient hyper carnivores, alors qu'en fait ils l'étaient probablement pas. Et donc les implications de ça, c'était que probablement c'est un clou de plus dans le cercueil de l'idée que Néandertal était un hypercarnivore. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a jamais eu d'hypercarnivorie chez les humains, hein. Homo erectus possiblement était un hypercarnivore, mais en tout cas Néandertal, dans le consensus moderne, devient de moins en moins un hypercarnivore et de plus en plus un omnivore. Néandertal toujours avec un article dans Journal of Human Evolution, et oui, ils sont toujours là. Malgré ce dont on avait parlé la dernière fois et le petit scandale qu'il y avait eu, Journal of Human Evolution existe toujours, et il publie cette nouvelle étude sur la datation du crâne de Petralona, en partie réalisée par une équipe de l'Institut de paléontologie humaine de Paris. Et dans cette étude, donc, ils parviennent à dater le crâne de Petralona grâce à de nouvelles techniques utilisant la série de l'uranium. Donc ça fait à peu près un crâne à 300 000 ans. Donc ce qui est assez vieux, mais pas si vieux que ça, étant donné la morphologie du crâne de Petralona. Le crâne de Petralona, je vous le mets à l'écran juste là, il est un peu intermédiaire entre ce qu'on trouve à la même époque, à 300 000 ans en Afrique, à savoir Homo rhodesiensis, et ce qu'on trouve plus récemment, autour de 200 000 ans, en Europe, à savoir du Néandertal canonique. Donc c'est ce qu'on appelle un Heidelbergensis, un pré-néandertalien, sauf que 300 000 ans, pour un pré-néandertalien, finalement, c'est relativement jeune, hein, parce que Totavel, par exemple, qui est aussi un pré-néandertalien, lui, il est plutôt 500 000 ans, vous voyez, il est plutôt 400 000, 500 000 ans, Totavel. Et donc à 300 000 ans, ça le rend relativement jeune quand même. Ça le rend relativement jeune, et ça veut dire que Heidelbergensis, donc les pré-néandertaliens, ont pu fréquenter des Néandertals classiques, des Néandertals anatomiquement modernes, je sais pas si ça se dit, mais bref, ils ont pu fréquenter des Néandertals anatomiquement modernes, donc on aurait pu avoir plusieurs espèces d'hominidés en Europe, et pas seulement des Erectus qui sont devenus des pré-néandertaliens et des pré-néandertaliens, donc des Heidelbergensis qui sont devenus des Néandertals anatomiquement modernes. On n'aurait pas eu une anagénèse, mais en réalité on aurait eu une cladogénèse, une création de branches avec certains Heidelbergensis qui auraient persisté aux côtés de Néandertal anatomiquement plus dérivés. On termine avec l'évolution humaine en parlant de leurs outils, les outils des êtres humains, des premiers êtres humains,
les outils olduoyens, donc qui viennent après le luméquéien. Donc le luméquéien, c'est les outils vraiment, c'est juste des cailloux cassés, hein, le luméquéien, qui était possiblement utilisé par les australopithèques. Ensuite, vous avez l'olduoyen qui est un peu compliqué parce que à l'époque de l'olduoyen, donc c'est le paléolithique, on a encore des australopithèques, on a déjà les premiers Homo habilis, et on a des paranthropes, donc on sait pas trop qui les fait, les olduoyens. Il est possible qu'ils s'y soient tous mis en même temps. Donc l'olduoyen, c'est un peu compliqué, mais bref, ce sont les choppers, hein, c'est le paléolithique, c'est les galets aménagés, comme on dit en français. Et après ça, vous avez l'acheléen où on a vraiment les bifaces. Et donc ici, on a un article, encore une fois dans Science Advances, très intéressant, où en fait ils nous disent que ils ont découvert donc à Nyanga sur le site de Nyanga, dont je vous montre une carte ici, hein, au Kenya, sur le bord du lac Victoria. Ils ont découvert une localité, Nyanga, où il y a des outils qui ont été fabriqués avec des pierres qui ont été collectées à plus de 10 km. Et ça, mesdames et messieurs, ça veut dire que ils se faisaient chier pour aller chercher le bon matériel pour leurs outils. Ils faisaient pas que collecter les cailloux juste à côté d'eux pour les tailler en galets aménagés. Non, ils allaient jusqu'à 10 km de distance pour aller chercher le bon outil. Et ça, c'est le début, pour chercher le bon matériel. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le début de l'industrie minière. Et oui, c'est la première géologie, Nyanga, qui est à 2,6 millions d'années. Je suis presque sûr de m'être trompé. Nyanga, non, si c'est bien ça. Donc on est à 2,6 millions d'années au moins, hein. Le site en lui-même, d'ailleurs c'est indiqué ici, est entre 3 millions d'années et 2,6 millions d'années. Donc on est vraiment à la limite, hein, parce que le plus vieux représentant du genre Homo, il est à 2,8 millions d'années. Donc comme je vous disais, c'est extrêmement difficile de dire si c'est le genre Homo ou si c'est Paranthrope qui est déjà là à l'époque. Ou si c'est Australopithecus, les derniers Australopithecus. Et aussi, très intéressant, c'est aussi un grand pas au niveau de l'intelligence. Parce que évidemment, par exemple, si vous êtes intéressé par l'évolution de la communication et du langage, une des très mauvaises questions qu'on se pose dans l'évolution de la question et du langage, c'est est-ce que Néandertal était capable de parler? On s'en fout de si Néandertal était capable de parler, ça n'a aucune importance. Le fait est que depuis que l'être humain est capable de fabriquer des outils acheléens, les bifaces, on sait que on n'invente pas le biface, on apprend comment le faire. Donc à partir du moment où il y a des outils bifaces, on est certain qu'ils étaient capables de communiquer et de s'apprendre les uns les autres à fabriquer un biface, langage ou pas. Donc l'évolution de la capacité à parler, au final, on s'en fout un peu. En réalité, la communication, elle existe au moins depuis qu'on sait fabriquer de l'acheléen. Parce que, si, il a bien fallu qu'il l'invente à un moment l'acheléen, mais je veux dire, un outil acheléen, c'est tellement compliqué à fabriquer, comparé à un galet aménagé de l'olduoyen, c'est tellement compliqué à fabriquer qu'en fait ça ne s'invente pas, ça s'apprend à fabriquer un acheléen. Et donc pour apprendre ça, faut communiquer visuellement, par les gestes et par le langage. Donc tout ça, ça va participer à la communication, à l'origine de la communication. Donc on sait qu'ils étaient capables de communiquer à partir de l'acheléen, donc à partir grosso modo d'Homo erectus. Là on est beaucoup plus ancien, on est dans l'olduoyen, mais déjà là, on a une forme d'intelligence qui se met en place, qui est celle de se dire, non mais ce caillou-là, il est pourri, je vais aller en chercher un là où ils sont meilleurs. Et c'est merveilleux. Donc on avait d'autres exemples de manupores qui étaient aussi anciens, voire plus anciens. Par exemple, le galet de Makapanskrate, en Afrique du Sud, qui a 2,8 millions d'années, enfin estimé à 2,8 millions d'années. Certes, c'était un manupore, mais c'était vraiment il était isolé, il était tout seul, quoi, ce manupore. Il a pas de petit frère, le galet de Makapanskrate. Donc il avait été transporté sur, on estime, une dizaine de kilomètres aussi, voire même 30 kilomètres selon les sources. Mais c'était un once-off, c'est un petit solitaire, le galet de Makapanskrate. Là, on a vraiment le transport systématique sur une dizaine de kilomètres de toute une industrie. Et ça, c'est beau.
Et ça c'est quelque chose, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est un nouveau comportement en fait, et c'est un nouveau comportement qui est d'autant plus inattendu qu'on est à 2,6 millions d'années, donc au mieux au tout début d'Homo habilis, voire même chez Australopithèque ou chez Paranthropus. Et alors là, les possibilités, mesdames et messieurs, les possibilités sont infinies. On reste dans les gros outils pointus, mais on va chez les dinosaures maintenant. Un article dans Nature. Je vous avais parlé il y a très peu de temps, enfin il y a quelques années quand même maintenant, de Spicomellus. Spicomellus qui avait été découvert donc en Afrique, au Maroc, qui aurait été le plus ancien ankylosaure du monde, donc les dinosaures caparaçonnés, les tanks sur pattes. Donc ça aurait été le plus ancien dinosaure tank du monde, mais en plus le tout premier jamais découvert en Afrique. Alors à l'époque, ils en avaient découvert que quelques ostéodermes, c'est-à-dire quelques épines, oui, littéralement, dermiques, qui avaient cette particularité un peu étrange d'être fusionnées aux côtes. Et ça, c'était vraiment très curieux parce que normalement, chez les ankylosaures, les épines, enfin les ostéodermes, ne sont pas fusionnés aux côtes. Donc à l'époque, les gens avaient accueilli la nouvelle, alors ça avait été accueilli dans Nature quand même, donc c'était du scepticisme modéré, on va dire, mais les gens avaient quand même accueilli ça avec scepticisme en se disant ouais mais bon, les ostéodermes fusionnés aux côtes, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve plus chez les tortues par exemple. Vous voyez, les tortues, elles, leur carapace, la carapace des tortues, c'est littéralement les côtes fusionnées à la peau ossifiée, aux ostéodermes. Donc c'est plus cohérent. Alors même si on n'a jamais trouvé de tortue avec des grosses pointes comme ça, encore que Ningemis, elle est quand même bien pointue par endroits. Mais bref, ça c'était pas super convaincant en fait. Et donc on a enfin du nouveau matériel venu du Maroc de cet ankylosaure. Et ce nouveau matériel, définitivement, permet d'identifier Spicomellus comme étant un ankylosaure. Alors vous avez notamment ces côtes, justement, dont on parlait, avec les épines fusionnées directement à la côte. Mais on a surtout du matériel beaucoup plus diagnostique, à savoir des vertèbres. Et notamment cette vertèbre ici, qui est une vertèbre qui est à la base de la massue qui est au bout de la queue des ankylosaures. Et vous avez ici une vertèbre ici, alors là, celle-là elle est vue de côté, celle-là elle est vue de face, mais vous voyez l'arc neural ici qui est recouvert d'ostéodermes et qui est très caractéristique des ankylosaures. Donc maintenant on a du matériel diagnostique qui permet de dire oui, Spicomellus était bel et bien un ankylosaure. C'était bel et bien un ankylosaure. Et alors reconstitution à base, on va dire, de bonnes spéculations, d'imagination et de spéculation rationnelle, quand même. On reste rationnel, mais en gros, imagination et spéculation rationnelle nous donnent une reconstitution de cet ankylosaure ici, avec cette allure-là, des énormes pointes sur la nuque. Ils n'ont pas poussé le vis jusqu'à mettre des énormes pointes sur le dos, mais bon, ils ont au moins un endroit. Enfin, ils ont, comme je vous ai montré tout à l'heure, ils ont des côtes, donc les côtes montrent qu'il n'y avait pas des grosses pointes sur le dos. Les petites pointes sur le côté, ils en ont une. Il y a des petites pointes à la base de la queue ici, et il y a évidemment la massue ici avec justement qui est raisonnablement inférée par le fait qu'ici vous avez la vertèbre à la base de la massue qui permet à la massue de bouger latéralement. Donc il y avait une massue apparemment chez Spicomellus, ce qui est très intéressant parce que Spicomellus, quand on le place sur une phylogénie, donc comme je vous le disais, c'est le plus ancien ankylosaure jamais découvert, il vient du Jurassique moyen, mais surtout il avait une massue déjà, donc ça veut dire que la massue c'est un caractère ancestral des ankylosaures qui aurait possiblement été perdu chez les nodosaures. C'est peut-être une réversion en fait. Donc on parlait tout à l'heure de convergence évolutive. Voici un nouveau phénomène, la réversion évolutive, quand l'évolution fait marche arrière. Voilà, donc l'évolution aurait fait marche arrière sur la présence de cette massue caudale. Et ça, c'est intéressant comme phénomène. Donc on espère qu'un jour ils découvriront un squelette plus complet de ce Spicomellus, parce que vraiment il a l'air très intriguant ce bestiau-là, et donc on confirme aussi que les ostéodermes sont fusionnés aux os, et ça c'est très peu banal pour un ankylosaure, vraiment très très peu banal.
Dinosaures toujours, vous êtes-vous jamais demandé si la scène de Jurassic Park avec le brachiosaure qui se dresse sur ses pattes arrière était plausible ou pas? Je sais que vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible ça, que les dinosaures sauropodes se dressent sur leurs pattes de derrière? On a enfin un article qui nous propose une réponse à base de modélisation biomécanique, donc les analyses en éléments finis, les modélisations 3D biomécaniques. On utilise des techniques d'ingénierie pour essayer de simuler les stress subis par les os pendant certains mouvements. C'est ce que vous voyez là, ça fait des jolies images, ça fait des jolies couleurs, et plus c'est jaune, plus ça morfle. Et donc ils ont essayé ça sur un certain nombre de dinosaures, un certain nombre de sauropodes évidemment. Et donc quand on applique des stress, quand on applique des déformations sur ces fémurs en 3D de dinosaures correspondant à Margasaurus, à Diplodocus, donc Giraffatitan c'est Brachiosaurus, et Dreadnoughtus qui est un de ces géants des titanosaures géants d'Argentine. Quand on applique donc des forces, des déformations sur ces fémurs et qu'on voit s'ils étaient capables de résister ou pas, on se rend compte sans gros de surprise que plus ils sont gros et moins ça marche. Donc les vents de Mrs, c'est les niveaux de stress en mégapascal. Et donc effectivement, plus ils sont gros, et plus les fémurs mangent du stress. Dreadnoughtus par exemple, il mange des niveaux de stress qui, nous disent les auteurs de cet article, excluent probablement que Dreadnoughtus pouvait se dresser sur ses pattes de derrière. Et donc Giraffatitan, le brachiosaure, lui, c'est dur quand même, c'est dur, ça mange, ça mange. Donc des dinosaures comme Diplodocus, Amargasaurus, ça devait aller de taille relativement raisonnable. Mais chez Giraffatitan et chez Dreadnoughtus, ça commence à devenir compliqué, quoi. Donc eux, ils nous disent, s'ils en étaient capables, c'était probablement pas pour longtemps. Au moins pour les plus gros. Après les autres, ça avait l'air d'aller. Voilà. Donc le fémur était capable de le manger. Une des limitations qu'il pointe du doigt dans cet article, c'est quand même que, au bout d'un moment, quand t'es sur tes pattes de dernière, après, le truc, c'est qu'il faut te réceptionner sur les pattes de devant. Donc il faudrait répéter l'opération sur les humérus, pour voir si les humérus étaient capables ensuite de rattraper le poids de l'animal quand l'animal retombait au sol. C'est pas tous les sauropodes qui pouvaient se dresser sur leurs pattes de derrière, et évidemment, plus ils sont gros et moins ça devient probable. Gigantisme toujours, avec maintenant les ammonites publiés dans Nature Scientific Report. Alors les ammonites et pas que, en réalité, tous les céphalopodes à coquille de toute l'histoire. Il y a cette étude donc qui nous propose une analyse de l'évolution du gigantisme chez ces céphalopodes, et qui nous montre qu'en fait les orthocères et les nautiloïdes, même à leur prime en fait, n'ont jamais dépassé un volume de 100 litres. Alors que chez les ammonites et chez les coléoïdes, donc les sèches, les calmars, etc., là, le volume du corps entier, reconstitué évidemment, pouvait largement dépasser même les 500 litres. Donc il y a effectivement quelque chose au niveau de la phylogénie. Les nautiles et les orthocères sont apparentés, ils font partie des nautiloïdes, alors que les ammonoïdes et les coléoïdes, ils font vraiment partie du groupe plus dérivé des céphalopodes. Donc il y a vraiment eu un changement biologique fondamental au niveau phylogénétique qui fait que les ammonoïdes et les coléoïdes sont capables d'atteindre des tailles plus grandes. Donc de ça déjà c'est la première découverte. Quel est ce changement? Je ne sais pas, parce que la forme des coquilles des coléoïdes, les sèches, vous avez déjà vu un os de sèche, c'est ça leur coquille. Et puis les calmars n'ont plus qu'une plume en réalité, alors que les ammonoïdes, eux, ils ont des énormes coquilles. Donc qu'est-ce que c'est qui leur permet à ces deux trucs-là d'atteindre des tailles plus grandes que les orthocères et les nautilidés? Je sais pas. Surtout sachant que la coquille des nautilidés est vachement similaire à celle des ammonoïdes au final. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'ils n'ont pas du tout atteint leur maximum de taille en même temps. Évidemment les orthocères étaient là avant, donc ils ont atteint leur maximum de taille à l'Ordovicien, avec un autre petit pic au Carbonifère. Les nautiles, eux, ils ont atteint leur maximum de taille au Jurassique, et encore un autre pic pendant le Cénozoïque. Les ammonites, eux, leur maximum de taille est atteint au Jurassique, et une nouvelle fois au Crétacé avec la nouvelle radiation d'ammonoïdes, notamment les hétéromorphes. Et chez les coléoïdes, la taille maximum est atteinte aujourd'hui avec les fameux calmars géants et les calmars colossaux. Donc c'est des tendances qui sont très différentes. On a d'abord un monde dominé par les orthocères, puis par les nautiles, puis par les ammonites, puis par les coléoïdes.
Et c'est vraiment un article qui est fascinant pour ça, qui pointe du doigt des patterns en fait qui n'avaient pas été identifiés jusque-là. Et là où ça devient intéressant, c'est pourquoi le gigantisme. Et en fait, on n'est pas vraiment capable de répondre. Il n'y a pas l'air d'y avoir de grandes tendances en fait dans le gigantisme, ou comment ça se fait qu'ils sont capables soudainement d'atteindre des tailles gigantesques. Il n'y a pas de facteur, c'est là, c'est ce que représente ce diagramme ici. Hein, il n'y a pas de facteur, que ce soit la température, le niveau des océans. Dans le texte, il parle un peu donc des niveaux isotopiques du carbone, donc de la disponibilité de la nourriture, qui semble coïncider, mais qui ne fait que sembler coïncider en réalité. Même là, il est pas super convaincu. Donc, est-ce que c'est l'abondance de nourriture? Est-ce que c'est la profondeur des eaux? Est-ce que c'est l'accessibilité? Est-ce que c'est... On ne sait pas. On ne sait pas. Mais là où il y a un pattern intéressant, par contre, c'est au niveau de la préservation, du biais de préservation, donc ce qui est représenté ici par le European Rock Record, donc le registre fossile, enfin le registre géologique en Europe. Vous voyez que le registre géologique en Europe, il y a un pic presque pour chaque période où on retrouve des ammonoïdes, enfin où on retrouve des céphalopodes géants. Donc il y a un premier pic mineur ici à l'Ordovicien, il y a un pic majeur au Carbonifère, il y a un pic majeur au Jurassique, il y a un pic majeur au Crétacé. Donc il y a quand même pas mal de pics majeurs de biais de préservation qui ont l'air aussi de refléter des pics de taille chez les céphalopodes. Donc il est possible en fait qu'on ait juste affaire à un énorme biais de préservation et pas forcément à un signal biologique. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Donc c'est un article que je vous recommande. En plus, il y a des illustrations qui sont assez impressionnantes. Vous voyez là les tailles démentielles que pouvaient atteindre certains de ces céphalopodes. On termine avec des géants, les géants de l'âge de glace. Je savais pas où le mettre celui-là, alors il a fini là. Les géants de l'âge de glace, les mammouths de Colomb. On avait parlé il y a pas si longtemps que ça du fait que, et qui est rappelé ici, que les mammouths de Colomb sont en fait une espèce de mammouth qui dérive d'une hybridation entre les mammouths laineux Primigenius et les mammouths trogontaires, donc les mammouths d'Asie, des steppes, si je me rappelle bien le nom vernaculaire de ces mammouths de Trongotheri. Mammuthus trongotheri, ce sont les mammouths des steppes. Donc le Mammuthus colombi, comme son nom l'indique, vient d'Amérique, hein, Colombie comme Christophe Colomb, pardon. Et ces Mammuthus colombi, il y a une nouvelle population qui vient d'être étudiée au Mexique, et alors cette population, elle est très intéressante, parce que, alors, ayant vécu entre 40 000 et 12 000 ans, donc elle est là sur la carte, et quand ils en ont fait l'analyse phylogénétique, elle a l'air d'être isolée génétiquement des autres populations de mammouths de Colomb, des Mammuthus colombi qu'on retrouve au Canada et aux USA. Donc ce serait une nouvelle population de mammouths de Colomb, une population qui serait génétiquement isolée et qui ne se serait pas hybridée avec les populations d'autres mammouths de Colomb que vous voyez représentées ici. Voilà, donc ici vous avez cette population mexicaine. Ici, vous avez la population en jaune que vous voyez là et là en Alaska. Ici, vous avez la population en bleu ciel que vous voyez ici. Donc voilà, visiblement génétiquement isolés, géographiquement isolés aussi. Bref, ils ne prennent pas de décision taxonomique à ce niveau-là, contrairement à nos girafes de tout à l'heure. Ils prennent pas de décision taxonomique, mais on est possiblement face à une sous-espèce du mammouth de Colomb, voire même à une nouvelle espèce de mammouth de Colomb qui serait resté complètement cryptique au sein de cette grande espèce que serait Mammuthus colombi. Donc, affaire à suivre, on verra bien si cet article, si cette découverte fera des petits et notamment aboutira à la création d'une nouvelle espèce de mammouth qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien et je vous dis à très bientôt.